constate qu'un nombre croissant d'entreprises dans la plupart des secteurs s'orientent vers un modèle qui privilégie la mise en place d'une relation de long terme avec ses clients. Plutôt que de réaliser des achats ponctuels, de nombreux consommateurs choisissent désormais de s'ammoder à un service pour recevoir une prestation régulière, tissant ainsi une relation de long terme avec l'entreprise prestataire. L'entrée fracassante sur le marché d'entreprises comme Netflix, Uber ou Airbnb est à l'image de la révolution que représente le développement de cette économie de l'abonnement face au modèle, j'allais dire, plus traditionnel. L'économie de l'abonnement tire son succès des nombreux avantages qu'elle comporte, comme vous allez le voir au cours de cette session. En effet, elle permet aux entreprises de s'assurer des revenus réguliers et donc d'avoir une meilleure vision de l'avenir, d'investir plus facilement et d'obtenir de meilleures perspectives de croissance. Le paiement devenant un processus régulier et automatisé, paiement au mois ou à l'usage, l'entreprise collecte de surcroît l'argent immédiatement, sans oublier que les nouveaux entrants peuvent ainsi croître rapidement sans avoir à investir des sommes énormes grâce aux nombreuses plateformes mises à leur disposition. Il y a, comme vous le savez, un siècle, une nouvelle ère était mise en place, celle de la production de masse. Fabriquer et vendre des produits était devenu le cœur de métier des entreprises. Ce paradigme a dominé le XXe siècle, mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde digital où la clé de succès consiste à offrir une expérience utilisateur de qualité plutôt que de produire et de vendre le maximum de biens et de services. Il faut ajouter que pour la première fois depuis l'ère industrielle, les obstacles à l'entrée sur les marchés sont très bas et les grandes sociétés ont bien souvent plus peur des start-up que de leurs rivales traditionnels. L'économie de l'abonnement a su exploiter les nouveaux outils qui permettent de créer des interfaces d'échange et de mise en relation plus facilement. Cette transformation, cette métamorphose, pour prendre le langage, j'allais dire, exois de ces journées, cette métamorphose permet la mise en place d'un nouveau modèle économique fondé sur la fidélisation qui conduit à une sécurisation des revenus des producteurs et une offre de consommation plus mobile, plus diversifiée et à moindre coût. Cette nouvelle pratique correspond à cette demande de la part du public pour un changement dans les habitudes de consommation. Les jeunes générations, les millennials en particulier, n'ont pas les mêmes attentes que leurs aînés, j'allais dire que moi ou que nous. Ils sont plus dans une logique d'usage et de partage que dans celle de l'achat. Par ailleurs, cette nouvelle économie facilite aussi ces pratiques. Il devient souvent moins cher de recourir de temps en temps à Uber ou à Blablacar que de posséder son propre véhicule. Payer moins cher à Netflix est plus avantageux que d'acheter des DVD. Et on constate que plutôt que d'investir dans un ordinateur tous les 3 ou 4 ans pour avoir toujours une machine à jour, certains consommateurs préfèrent payer un abonnement au constructeur qui se chargera de l'entretien, de la mise à jour des logiciels et enfin des échanges et qui échangera, j'allais dire, l'ordinateur contre un modèle plus récent lorsque le premier sera déplacé. Avec l'abonnement, le consommateur trouve aussi une réponse à l'un de ses besoins, la paix de l'esprit. Car une fois abonné, l'acheteur n'a pas à se préoccuper du risque de manquer. En stimulant la concurrence et facilitant l'arrivée de nouveaux entrants, cette nouvelle économie favorise aussi la création de services de meilleure qualité et plus satisfaisants pour le client. L'abonnement permet enfin, dans certains cas, d'échelonner les paiements plutôt que de verser d'importantes sommes d'argent d'un seul coup, un argument non négligeable pour les personnes à revenus modestes et en période de conjoncture économique difficile. En un mot, on peut dire que l'économie de l'abonnement est un modèle à terme gagnant pour les entreprises et une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs. C'est ce sur quoi nous allons nous pencher au cours de cette session avec le panel prestigieux que vous avez devant vous et que va nous présenter et animer le directeur de la rédaction du Journal des Échos, Nicolas Barré, qui est à l'autre bout, que je vois là-bas. Et ces réflexions sont importantes, car
comme le montre le prix Nobel d'économie 1975, je suis un fanatique de l'étude des prix Nobel, c'est pour ça que je les cite souvent, Angus Deaton, il dit tout simplement, pour établir une politique économique efficace, il faut commencer par comprendre le choix des individus. Je donne tout de suite la parole à Nicolas Barret, qui va maintenant animer cette session. Dominique. Merci Dominique. Alors, je ne sais pas si le modèle de l'économie d'abonnement est un modèle gagnant pour toutes les entreprises, mais en tout cas, puisqu'on parle de ce sujet-là, je voudrais passer la parole, d'abord commencer par passer la parole à Ramon Fernandez, parce que quand on parle d'économie d'abonnement, évidemment, Orange est assez bien placé pour en parler. Vous êtes directeur général délégué d'Orange, donc, et ce modèle, vous le pratiquez, j'allais dire, depuis toujours. Les consommateurs réveillés aussi méritent d'être félicités, parce que finalement vous êtes quand même assez nombreux pour 9h du matin samedi, donc libérés, capturés, je ne sais pas, mais réveillés, oui. Effectivement, bon, l'économie de l'abonnement pour nous c'est un sujet très très important. On a à peu près 260 millions de clients qui sont majoritairement des abonnés, parfois prépayés. Je pense que ce n'est pas inutile de se rappeler juste en 2 mots, mais vous l'avez déjà fait, que le point de départ de cette économie de l'abonnement, ça a été l'émergence du numérique avec la consommation collaborative et avec des comportements qui changent du tout au tout, où on passe vers l'usage, le partage, là où on était essentiellement axé précédemment sur la propriété. Et ça, c'est un bouleversement considérable qui introduit des comportements de consommation beaucoup plus responsables d'une certaine manière, et qui participe plutôt de la partie, je dirais, dans la question qui nous est posée, liberté. Bon. Il y a une accélération phénoménale qui est liée à l'accélération du progrès technologique avec l'utilisation des datas, le cloud, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Donc on est dans un phénomène d'accélération qui fait que ces consommateurs abonnés d'un côté, retrouvent la liberté de choix, de pouvoir piloter leur budget, de changer de prestataire. Dans le secteur télécom, par exemple, il y a des taux de rotation de l'ordre de 15% à peu près. Les clients changent de fournisseur 1 fois sur 10 dans l'année. C'est 4% dans le secteur bancaire. Bon, donc il y a beaucoup de changements qui se passent. Pour les entreprises, c'est une possibilité, évidemment, d'avoir beaucoup plus de prédictibilité et de prévisibilité dans le comportement de leurs revenus. Est-ce que tout ça est très nouveau ou complètement nouveau? Pas complètement. Le gaz, l'électricité, les télécoms bien sûr, fonctionnaient déjà historiquement sur des régimes d'abonnement. Ce qui change là encore, c'est l'échelle. Par exemple, dans les télécoms, on est passé un peu de Malthus à Gargantua, c'est-à-dire qu'avant, vous étiez abonné téléphone, mais vous payiez l'accès, mais après, vous payez en fonction de votre consommation. Aujourd'hui, vous avez des abonnements quasiment illimités sur l'Internet, qu'ils soient fixes ou mobiles. Donc on a un changement d'échelle qui est extrêmement rapide et qui aujourd'hui se diffuse à tous les secteurs de l'économie. D'abord les secteurs culturels. Tout le monde connaît Spotify, Deezer, Netflix, vous en avez parlé. Netflix qui aura probablement plus d'abonnés que Canal+, dès l'année prochaine. Bon, c'est quand même 130 millions de clients dans le monde. Mais en réalité, tous les secteurs de l'économie sont touchés. Aujourd'hui, vous pouvez acheter vos capsules, je ne donnerai pas la marque, mais de café par abonnement. Vous pouvez avoir vos lentilles de contact par abonnement. Vous pouvez avoir votre salade et vos tomates par abonnement. Enfin, tout y passe. Même les dons aux ONG peuvent être sur abonnement. Donc, c'est un phénomène qui est absolument massif. Et c'est un nouveau paradigme de consommation. Nous, par exemple, quand on lance la banque chez Orange, en fait, on lance pas une nouvelle relation bancaire. On lance de nouveaux services financiers et on permet, en tout cas c'est ça notre ambition, de redonner à chacun la maîtrise des choix de gestion de sa finance personnelle. Et donc vous n'êtes pas lié à une banque, vous êtes en lien avec un opérateur qui vous permet de choisir un certain nombre de prestations et c'est en réalité tout à fait nouveau. Donc là, on est toujours dans le champ de la libération. Là où ça devient un peu plus compliqué, je trouve, et là où on est un peu entre Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est que ce qui fait la force de cette économie collaborative
c'est que ces clients sont devenus les ressources fondamentalement. Et les plateformes dont on parlait tout à l'heure n'ont pas d'actifs. Vous parliez de Airbnb. Airbnb ne possède pas de chambre. Uber ne possède pas de voiture, etc. etc. L'actif, en fait, ce sont les clients, les consommateurs qui sont générateurs d'actifs, à la fois en apportant leurs données personnelles et puis par leurs usages. Et c'est ça qui constitue la matière première de cette économie de l'abonnement collaborative. Et donc on se retrouve dans un univers où on a effectivement la possibilité de choisir, mais où d'une certaine manière on se lie les mains sans en être totalement conscient, parce que toutes ces données personnelles ou d'usage que nous générons, eh bien elles vont en réalité nous engager beaucoup plus qu'on ne le soupçonne, parfois pour de très bonnes raisons qui vont nous être utiles, parce que les services qui nous seront rendus seront améliorés par les datas qui auront été récupérées, mais parfois, on le sait, ces données vont être utilisées pour nous fourguer, le mot n'est pas très joli, des services dont on n'a pas besoin, qu'on ne veut pas, voire des dérives comme celle de Cambridge Analytica, où on voit qu'il peut y avoir des dérives démocratiques de liberté consécutives à l'utilisation de ces données que génère cette économie de l'abonnement ou de cette économie collaborative. Donc, moi je pense que la priorité absolue, c'est de conserver la maîtrise de ces données. Pour ça, il y a un certain nombre d'évolutions régulatoires, réglementaires. Le règlement général sur la protection des données en Europe, par exemple, qui est entré en vigueur à la fin du mois de mai et qui vous redonne le contrôle sur vos données, mais chacun sait que son champ n'est pas universel. C'est une réglementation européenne et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'ensemble des plateformes, quelle que soit leur localisation, puissent respecter les mêmes règles du jeu. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'irruption de ces plateformes, qui présentent beaucoup d'aspects très positifs, du fait de régimes juridiques différents, du fait d'une taxation quasi inexistante, ont des impacts sociaux considérables. On peut dire ce qu'on veut des taxis, de la lutte des taxis contre Uber, on peut penser que c'est des luttes un peu conservatrices et réactionnaires de rappeler qu'il y a un intérêt quand même à celui qui a payé sa plaque. Sur l'hôtellerie versus Airbnb, c'est la même chose. Il y a quand même des dispositifs qui ont des impacts en termes sociaux, en termes d'emploi, qu'il faut regarder d'un peu près avant de se précipiter en louant unanimement l'impact uniquement favorable de ces plateformes. Donc on a un besoin d'encadrement pour que ce consommateur, il soit certes libéré dans ses choix, et ça c'est une très bonne chose, mais pas capturé d'une certaine manière via les données qu'il transmet et qui peuvent être utilisées à l'insu de son plein gré. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite dialectique ici à laquelle il faut être attentif. Après, pour conclure en un mot là-dessus, nous, en Orange, en tant qu'opérateur télécom, on est évidemment complètement immergé dans ce monde, en essayant de développer de nouveaux types de services, comme je le disais pour la banque, qui vont pouvoir être des services d'usage et qui vont pouvoir favoriser la liberté de choix des consommateurs. Donc on se développe dans une stratégie d'opérateur multiservice et on souhaite le faire sur la base d'une relation de confiance où l'engagement que nous prenons, c'est de ne jamais utiliser les données qui nous sont transmises à d'autres fins que celles pour lesquelles elles nous ont été transmises. Voilà, donc ça c'est notre claim, notre credo, respecter la confidentialité des données et ne pas les utiliser à d'autres fins que celles qui permettent d'améliorer la qualité des services rendus à nos clients. Merci Ramon. Fatou Maba, vous êtes fondatrice de Jumia. Alors Jumia, on pourrait dire que c'est l'Alibaba africain, ou que ça le deviendra peut-être un jour. Et en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez vous nous donniez votre sentiment sur est-ce qu'on assiste effectivement à l'émergence d'un nouveau paradigme. Vous connaissez aussi bien ce qui se passe aux États-Unis, et pas seulement en Afrique. Donc est-ce qu'on a là un nouveau paradigme qui est en train de se déployer ? Effectivement, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, à l'image de M. Fernandez, pour vous remercier de votre réveil matinal, je vais vous faire voyager un petit peu en Afrique d'abord, mais aussi aux États-Unis. Et je vais aussi vous faire voyager dans mon expérience de e-commerçante, parce qu'effectivement, Jumia est l'Amazon ou l'Alibaba africain, même si aujourd'hui je dirige une autre plateforme qui s'appelle Django. Si on regarde d'abord l'Afrique, c'est vrai que c'est un continent exaltant et beaucoup de personnes utilisent le terme de leapfrog pour définir la révolution numérique, parce qu'il y a déjà 700 millions de mobinautes, donc de personnes qui utilisent Internet depuis un téléphone mobile.
Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que s'il n'y avait pas eu le business model des abonnements, on n'aurait pas eu un accès aussi démocratisé au téléphone mobile et au smartphone. Et je parle sous le contrôle de M. Fernandez. L'essentiel des achats de smartphones dans ces boutiques Orange, dans ces réseaux, se font grâce à des systèmes de pay as you go, comme on appelle assez populairement, et non grâce à des achats avec un montant investi. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément libérateur, surtout quand on sait que le téléphone mobile en Afrique est une clé d'entrée vers d'autres services tout aussi essentiels, comme par exemple les services financiers. Je pense que je peux vous rappeler que 50% du PIB kényan transite par des services bancaires, donc avec M-Pesa. C'est incroyable. De la même manière, Orange Money, par exemple, a dépassé depuis 2016 le milliard d'euros de transactions mensuelles. Et c'est ce qui, je pense, toujours en parlant sous le contrôle de M. Fernandez, les a inspirés à lancer Orange Bank en France. Donc on est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes de possibilités de libération sur des économies de pays émergents, voire en développement. Le dernier exemple que je prendrai sur le continent africain, qui est aussi édifiant et qui est important sur l'accès aux services fondamentaux, c'est l'accès à l'énergie. Toujours au Kenya, vous avez une start-up qui s'appelle M-Kopa, qui a été lancée en 2012, qui aujourd'hui a déjà électrifié 300 000 foyers. Et comment ça fonctionne? C'est qu'effectivement, vous avez un système d'abonnement ou de pay as you go qui vous permet d'être connecté aux réseaux énergétiques. Et si ce système d'abonnement n'existait pas, ces foyers n'auraient pas eu accès à l'énergie. Donc c'est aussi fondamental et libérateur que ça dans des économies en développement. Si je vous fais voyager du côté du pays de l'Oncle Sam cette fois, forcément, c'est édifiant de voir à quel point le business model en termes de valeur a cru ces dernières années. En 2011, les retailers faisaient en moyenne 57 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2016, ils étaient à 2,6 milliards. Et la croissance continue à un rythme assez effréné parce qu'on est toujours à plus de 100% par an. Et si je prends l'exemple du service que vous connaissez, je pense, le plus, qui est Amazon Prime, il y a déjà 51% des foyers américains qui sont abonnés à Prime. C'est colossal. Et si on regarde l'effet sur des classes plus élevées, parce que je vous ai donné des exemples africains sur des classes peut-être populaires, vous avez 70% des foyers américains qui ont plus de 150 000 $ de revenus qui sont abonnés à Amazon Prime. Donc c'est massif et je pense que quand on regarde, moi je viens d'un monde d'entrepreneurs, donc de start-up, ce phénomène est aussi vrai. En 2016 par exemple, vous avez une start-up qui s'appelle Dollar Shaving Club. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils aident ces messieurs qui se rasent tous les matins en recevant un petit pli avec l'équipement de rasage. Et ils ont été rachetés par une grosse FMCG dont je ne ferai pas la publicité pour $1 milliard. Donc c'est quelque chose d'assez vrai selon les géographies, selon les tailles d'entreprise et a fortiori pour le e-commerce. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais compter les points avec moi-même parce que je vais être très contradictoire en vous disant qu'il y a un risque de captivité qui est certain. Je me décrivais tout à l'heure à mes copanélistes comme étant moi-même une consommatrice captive et consentante d'Amazon Prime. Donc pour l'anecdote, j'ai découvert Prime Now, qui est encore plus que Prime, parce que qui incite à la fois à la fidélité, mais à l'achat presque impulsif, en hiver, en ayant filé un collant. Et en 1 heure, il m'avait livré une nouvelle paire de collants. Donc je suis devenue addict, et donc j'ai commencé. Donc mon achat typique, c'est le dimanche matin, je commence à faire des œufs, il manque peut-être de la crème, et il me livre en 1 heure. Bon, je mange un petit peu plus tard, mais c'est pour vous dire à quel point, en s'inscrivant dans les habitudes de consommation, surtout des millennials, de génération plus jeunes, ils arrivent à engendrer un sentiment de fidélité, d'usage, d'accoutumance, de captivité. Et je pense qu'un des exemples les plus édifiants, parce qu'il est assez excitant, mais aussi assez flippant, c'est ce bouton Amazon Dash que vous avez sur votre frigo, et en appuyant sur une touche, vous pouvez avoir de la lessive qui arrive sur le pas de votre porte, de manière aussi rapide, immédiate, sans sortir votre carte bancaire. Donc je vais finir de compter les points avec moi-même en vous donnant ma conviction sur le sujet. C'est que je pense que c'est difficile de trancher sur cette dimension d'abonnement ou de captivité. Je pense que c'est comme dire est-ce que la technologie permet de libérer ou de rendre captif. Tout dépend de la vision qu'on met derrière et tout dépend de l'éthique qu'on met derrière. Et sur des marchés comme ceux dont je suis originaire, comme l'Afrique, c'est éminemment libérateur. Et la cause finale me fait dire que je suis contente que ça ait eu lieu. Après, sur effectivement le risque d'agrégation de data et de captivité, il est réel. Quand vous écoutez Daniel Zhang, qui est aujourd'hui le CEO d'Alibaba, il vous dit Alibaba aujourd'hui, c'est la plus grande plateforme mondiale B2B2C data. Et ça, effectivement, ça doit nous inciter à de la vigilance sur ce sujet. Merci. Là, vous nous avez décrit quand même... Vous nous avez décrit une consommatrice assez captive.
Oui, mais je suis libérée dans ma vie de tous les jours. Je racontais aussi à M. Fernandez que moi, j'ai pas de voiture, mais je paye presque 1 500 € d'Uber par mois. Mais sur toutes les régions, j'arrive au Kenya, j'utilise Uber. J'arrive à Lagos, j'utilise Uber ou Taxify, parce que Taxify a des prix plus intéressants. J'arrive à Paris, j'utilise Uber, Taxify, des fois chauffeur privé. Et c'est vrai que c'est assez libérateur de ne pas posséder de voiture, de ne pas s'occuper des places de parking, des amendes. Mais je sais que cette libération a un prix, je ne suis pas dupe, étant moi-même une actrice e-commerçante, donc c'est un dilemme. Alors, Jean-Jacques Guilloni, directeur financier d'LVMH, on voyait avec les chiffres que donnait à l'instant Fatoumata, notamment sur Amazon Prime, que finalement, ce type de service par abonnement qui tend en quelque sorte vers un quasi-monopole, peut recréer des barrières à l'entrée pour d'autres acteurs. Absolument. Bonjour. En fait, je vais vous parler un peu de ce que je ne connais pas, parce que chez LVMH, les abonnements, il y a les abonnements aux échos. Je vous invite, si vous voulez vous libérer des préjugés et vous captiver, c'est tout à fait la chose à faire. C'est bien amené. Je prends les commandes. Alors, la question qui est posée est intéressante, mais comme toujours, il faut se poser la question, pourquoi pose-t-on cette question ? Pourquoi elle est là ? Et si elle est là, c'est parce qu'en fait, on voit cette émergence absolument stupéfiante de plateformes, d'abonnements et au-delà d'adhésion des consommateurs depuis un certain nombre d'années. Quand on réfléchit aux raisons pour lesquelles ces plateformes ont émergé, c'est en fait massivement une remise en cause du concept de barrière à l'entrée. C'est sur le plan de l'analyse stratégique un concept extrêmement important. Les barrières à l'entrée permettent aux producteurs d'opérer, disons, à l'abri, ou en tout cas d'opérer sans trop de dommages concurrentiels pendant une certaine période de temps. Les barrières à l'entrée, on les connaît. C'est avant tout le réseau de distribution qui est difficile à reproduire. Donc, pas facile pour un concurrent d'arriver sans un réseau de distribution face à un concurrent installé. C'est la marque. La marque, c'est un capital de confiance. C'est pas chez LVMH qu'on dira le contraire. C'est un capital de confiance que le consommateur accorde a priori à une proposition. C'est la capacité à fixer, ou en tout cas à contrôler les prix, et c'est aussi parfois la capacité à accéder à des ressources, c'est moins significatif dans le service. La digitalisation a en fait entraîné un bouleversement majeur dans ce concept de barrière à l'entrée. Si on les prend rapidement une par une, d'abord Internet est un vaste réseau de distribution. On a parlé un peu d'Amazon, je crois que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, c'est un réseau relativement peu coûteux qui a bouleversé la notion de distribution. Internet a aussi bouleversé la notion de marque. On était dans des concepts de marque relativement traditionnels, de la pub télévisée, affichage ou journaux. On est aujourd'hui dans du one-on-one basé sur des datas. On a des tiers qui interviennent dans le dialogue entre le consommateur et le producteur. Ce sont les blogueurs, les vlogueurs, enfin tous ces intervenants qui ont une opinion plus ou moins biaisée d'ailleurs, plus ou moins objective sur les produits dont ils discutent. Tout ça a été complètement bouleversé. Et ça a entraîné des bouleversements considérables dans l'appréhension des consommateurs. Et notamment, les producteurs se sont dit, on n'a plus de barrière à l'entrée, il faut en créer d'autres. Et l'autre barrière à l'entrée qu'on peut créer, c'est une relation directe avec le consommateur. Donc c'est cette notion d'abonnement qui est en fait extrêmement puissante, puisqu'elle inscrit le consommateur et le producteur dans une relation quasiment bilatérale qui permet d'avoir un dialogue permanent. Alors, à partir de là, on peut se poser vraiment la question, captif ou libéré ? Je dirais, à court terme, très clairement, libéré, pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes ces plateformes reposent sur une seule chose, qui est absolument fondamentale à avoir en tête, c'est l'amélioration de l'expérience client. Je prends Uber contre le taxi parisien, je crois que je n'ai pas besoin de détailler, mais ça a été dit avant en ce qui concerne Netflix et l'achat de DVD. Enfin, il y a une amélioration de l'expérience du client. Donc bien évidemment, cette amélioration libère le client. De même, il y a des choix de capital qui n'étaient pas accessibles aux clients préalablement. Dominique l'a dit tout à l'heure, Blablacar ou Uber permet de remplacer l'achat d'une voiture. Donc l'économie du capital immobilisé dans une voiture est considérable. De même, on peut rentabiliser le capital qu'on a mis dans un appartement en le louant sur une plateforme. Donc à court terme, il n'y a pas véritablement de doute. À moyen terme, il y a un certain nombre de questions. À défaut de certitude, il y a un certain nombre de questions. Pourquoi ? Parce que ces plateformes ont quand même une logique
à mon sens, d'atteinte de positions plus ou moins monopolistiques, basées sur 2 éléments principaux. Le premier, c'est la puissance de leur marque. J'en ai parlé tout à l'heure. Elles ont détruit les barrières à l'entrée dans un mouvement un peu schumpeterien. Elles en ont recréé d'autres extrêmement puissantes. Les marques comme Amazon ou Netflix ou Blablacar, etc., sont extrêmement puissantes. Et la puissance de la marque, bien évidemment, fait partie de son attraction. La deuxième, qui est beaucoup plus pernicieuse, plus difficile à voir du grand public, c'est le coût du capital. Ces marques, pour les plus puissantes d'entre elles en tout cas, bénéficient d'un coût du capital qui est extrêmement bas. Amazon se finance à des coûts extrêmement, en equity, à des coûts relativement bas, avec des exigences de rentabilité qui sont finalement assez élevées, tout en étant, quand on regarde les profits générés par Amazon, assez surprenantes, mais un coût du capital qui est relativement bas, qui permet d'avoir une logique relativement prédatrice vis-à-vis des plateformes concurrentes. Donc on a là en germe la volonté de l'accession à un monopole, et je crois que dans l'histoire économique, on a rarement vu des monopoles ne pas complètement profiter de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Donc ce n'est pas une certitude. Les phénomènes concurrentiels, les disrupteurs peuvent être eux-mêmes disruptés par de nouveaux venus. Néanmoins, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc à court terme, libération par la qualité de service et les choix de capital, mais à moyen terme, un risque lié à l'émergence de monopoles. Voilà. Merci. Alors, Nafwal Trabelsi, vous dirigez McDonald's en France. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de service d'abonnement à McDonald's. En revanche, comme on dit dans la langue courante, on peut être abonné à McDo. Et ça s'appelle en quelque sorte la fidélité à une marque. Comment est-ce que vous voyez les choses ? D'abord, merci Nicolas de me recevoir. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. En fait, je vais vous annoncer aujourd'hui qu'on est en train de lancer une formule d'abonnement Nuggets à volonté à 12 € par mois. Non, c'est une plaisanterie. Bien évidemment que c'est une plaisanterie, mais je crois que ce dont on parle derrière la notion d'abonnement, et vous le dites très bien, c'est les conditions. Quelles sont les conditions qu'il faut créer pour que se crée une fidélité ? Une fidélité à une marque, une fidélité à un service. Et je crois que le débat est assez passionnant parce que la fidélité, c'est probablement l'une des choses les plus exigeantes que l'on puisse avoir à gérer en tant que marque. J'ai tendance à dire qu'elle présente à la fois des conditions d'adhésion, il faut remplir un certain nombre de conditions d'adhésion, et en même temps, il faut remplir un certain nombre de conditions de maintien. Et la première idée sur les conditions d'adhésion, on l'a dit en filigrane tout au long des interventions qui viennent d'avoir lieu, la fidélité ou l'abonnement, qui est l'une des expressions, ne peut pas être un palliatif à un service qui n'est pas, ou un produit qui n'est pas déjà en soi différenciant et extrêmement attractif. C'est-à-dire que vous devez d'abord faire une proposition au consommateur, avant même d'exiger toute forme de fidélité vis-à-vis de lui, qui soit une proposition interpellante, discriminante et meilleure que ce qui se passe autour. Le succès de gens comme Airbnb, le succès de gens comme Uber, le succès de gens comme Netflix est basé à chaque fois sur un bénéfice consommateur nouveau, puissant et qu'on ne trouve pas ailleurs. Si Netflix se permet de proposer de manière assez rapide, si je me souviens bien des chiffres, ils seront bientôt à 130 millions d'abonnés assez rapidement, s'ils se permettent de proposer cette formule à 8 € par mois, c'est parce que derrière, il y a une grande facilité d'utilisation, il y a une profondeur de catalogue absolument gigantesque, et il y a en fait, en fin de compte, ces conditions que j'appellerais moi de libération, puisqu'on est dans ce thème-là, du consommateur. C'est pareil sur Airbnb, c'est pareil sur Uber, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que parfois on a tendance à imaginer qu'on peut, par une situation réglementaire, par une situation de quasi-monopole, emmener de force le client dans une forme de fidélité ou de relation contrainte dans le temps. Si jamais vous n'avez pas fait le travail sur le contrat de base ou sur le service de base, si vous n'avez pas commencé par ça, ben c'est perdant-perdant. Vous allez perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et à la première occasion, le consommateur ira ailleurs. Sur les conditions de maintien, je pense qu'elles sont tout aussi en fait, complexes, et là aussi on a touché un tout petit peu le sujet autour de la table depuis tout à l'heure. Moi j'en vois trois principales. De mon point de vue, la fidélité doit s'accompagner très clairement dans la tête de vos clients ou dans la tête de vos consommateurs d'un grand sentiment de liberté. Ça a l'air contradictoire, mais
vous devez lui donner une forme de liberté dans cette logique de fidélité que vous lui proposez. Est-ce que c'est une liberté de sortie? Est-ce que c'est une liberté de changement je dirais, de la façon qu'il a d'interagir avec vous, en changeant de package, en changeant d'offre, en changeant de... Mais s'il n'a pas ce sentiment de liberté, assez rapidement derrière, il va se dire, mais en fait, cette histoire est une histoire qui n'est pas à mon profit, elle est à profit de l'opérateur que j'ai en face de moi. Et c'est peu de le dire parce que tous les opérateurs, et je ne parle pas d'un secteur en particulier, nous sommes très rassurés par l'idée de pouvoir tenir un tout petit peu le conso sur du long terme parce que ça permet la prédictabilité des revenus, ça permet la valorisation de ces revenus dans le futur. Donc, se faire violence, mais partir sur une notion de liberté, je dirais, la plus simple possible et la plus facile à appréhender pour lui. Et ensuite, il y a je dirais un couple qui est difficile à doser, qui est ce que j'appellerais le couple de l'unicité et de l'intimité. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Bien évidemment que la fidélité, et je crois que Dominique tout à l'heure en parlait sur le passage du modèle de masse au modèle individualisé, elle passe par la reconnaissance de l'individu. Donc la capacité à le traiter différemment de son voisin, de lui proposer des choses qui lui sont à propos vis-à-vis de lui et uniquement vis-à-vis de lui, c'est-à-dire de par son historique, de par sa dimension socio-démographique, de par sa capacité à le différencier, soit sur le plan comportemental, soit sur le plan attitudinal, soit sur le plan de ce qu'il est ou d'où il vient. Et ça nécessite l'utilisation des données. Tout le monde en a parlé depuis le début de cette intervention. Ça nécessite une utilisation assez précise, assez fine de la donnée et qui porte en elle, exactement de la même manière derrière, son principal écueil, qui est celui de l'intimité ou de l'intrusion. C'est-à-dire à quel moment, dans cette ligne de crête sur laquelle vous devez rester avec votre consommateur ou votre client, à quel moment vous basculez du mauvais côté, à quel moment il commence à vous percevoir comme étant quelqu'un qui en sait trop sur lui ou qui utilise mal ses données. Alors on a parlé de la possibilité d'utiliser ces données chez un tiers, mais ça c'est presque le plus simple d'une certaine manière. Ce qui est plus compliqué, c'est la notion d'intrusion commerciale, la notion d'intrusion même relationnelle. Vous pouvez imaginer que parler à quelqu'un ou vous entretenir avec quelqu'un parce que vous avez cette information de son historique d'achat chez vous peut être perçu par lui, si jamais ce n'est pas fait à la bonne dose et de la manière la plus juste, peut être perçu comme lui comme une forme d'intrusion qui ébrèche cette relation de fidélité que vous avez mis du temps à construire. Donc je dirais, pour résumer, on a effectivement des conditions d'accès, et ne pas faire ce travail préalable sur la condition d'adhésion à une fidélité, c'est éviter en réalité le cœur du problème. Quel est votre service? Quelle est votre marque? Comment est-ce que vous la proposez de manière à ce qu'elle soit différenciante, à ce que la personne puisse envisager une relation avec vous? Une relation, c'est un engagement d'une certaine manière, même s'il est juste affectif dans un premier temps, même s'il n'est pas contractuel. Si la personne décide de rentrer avec vous dans cette relation, c'est parce que vous proposez avant tout un service ou un produit qui plaît et dont vous avez fait le tour, dont les bénéfices sont assez clairs. Et ensuite, en effet, malgré ça, une liberté totale, de l'unicité, la capacité que vous aurez à le reconnaître individuellement, et une grande justesse dans la capacité que vous aurez à ne pas devenir intrusif, donc de maintenir son intimité. Je crois qu'on disait tout à l'heure qu'on profite toujours des monopoles dont on bénéficie. Je crois à l'inverse, que sur le moyen terme ou sur le long terme, la concurrence ou la régulation arrive en fin de compte pour modifier ce statu quo et permettre en réalité aux consommateurs de se libérer par rapport à une relation qui aurait pu devenir captive au fil du temps. Donc c'est ce que je vous proposais ce matin. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire avec Ramon, parce que est-ce que la pente naturelle finalement d'une marque ou d'une entreprise qui fonctionne sur un modèle d'abonnement, ça n'est pas de tendre vers l'oligopole et d'essayer au maximum de tuer la concurrence finalement? Le point qui a été fait sur l'expérience client paraît absolument fondamental. Si le micro, ça marche, je ne sais pas trop. Mais le fait que je préfère parler de l'économie collaborative autour de l'abonnement, remet le client au centre, ça a été dit, je crois, par tous les
participants à ce panel, c'est quand même très fondamental et c'est ce qui redonne le pouvoir quand même au client, qui peut voter avec ses pieds. S'il n'est pas content quelque part, il va ailleurs. C'était beaucoup plus difficile avant, il était captif d'un certain nombre de prestataires, de toutes sortes. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté moins positif, c'est effectivement le risque que dans ce cadre de liberté se constituent des plateformes, comme le disait Jean-Jacques, qui vont reconstituer d'autres monopoles. Et la question c'est, est-ce que ces monopoles sont d'une nature différente de ceux qu'ils ont renversés ? On a pu casser AT&T aux États-Unis, grand opérateur télécom en Babybel, on a pu casser des tas de monopoles. Est-ce que ces monopoles en puissance seront d'une force telle qu'ils emporteront tout sur leur passage ? On a parlé d'Amazon tout à l'heure, mais Amazon est en train de détruire les commerces de proximité dans beaucoup de pays. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? En tout cas, il faut quand même se poser la question de savoir quel impact ça a. La différence avec ces anciens monopoles, ça marche. Bon. Non, la différence avec ces anciens monopoles, c'est peut-être que c'est leur empreinte géographique. Bah, elle est globale. Elle est globale, ce qui n'était pas le cas évidemment de Effectivement. ATT avant. Effectivement, si on a téléchargé l'application Uber à Paris, on va à San Francisco, c'est la même, on va à Melbourne, c'est la même, à Lagos, c'est la même, à Abidjan, c'est la même. Donc de ce point de vue, ce sont des... Et en même temps, il y a quand même des réglementations locales et il y a des villes qui ont interdit l'utilisation de la plateforme. Donc c'est quand même pas un monde qui est totalement univoque. Moi, je pense qu'une question très importante, c'est celle de la nature du risque posé par d'éventuelles constitutions de nouveaux monopoles. Encore une fois, pour le monde de la régulation, c'est un enjeu absolument majeur qu'aujourd'hui, on ne traite pas. Il n'y a pas, le droit de la concurrence, par exemple, ne sait pas aujourd'hui traiter la problématique de l'irruption de ces nouveaux acteurs. Et puis, le point que je faisais sur quand même l'usage qui est fait de ces datas, qui peut être très largement détourné de leur fin initiale. Et ça, je pense que c'est un problème potentiellement de liberté publique qui est assez important. Jean-Jacques, vous... Oui. Ce qui est aussi intéressant à constater, c'est l'absence de réaction, vous voulez dire, de la part des pouvoirs publics, mais aussi du consommateur. Le consommateur, surtout dans la jeune génération, n'envisage pas tellement, quels que soient les risques qu'il peut percevoir ou qu'on lui fait percevoir de relations de dépendance ou en tout cas de captivité, disons, avec une plateforme, ne souhaite pas pour autant s'en séparer parce qu'elle apporte des services. Donc on a quand même un sujet qui est une sorte de passivité des pouvoirs publics et probablement lié à la mondialisation des plateformes. Il n'existe pas d'autorité de la concurrence mondiale, c'est probablement bien d'ailleurs, mais en tout cas ça n'existe pas, et de passivité du consommateur. Avant de passer la parole, là, si vous avez des questions, je voulais juste brièvement poser la question qui nous était posée par Dominique Roux tout à l'heure, c'était, si je reprends l'intitulé captif ou libéré, le consommateur est-il captif ou libéré ? J'ai l'impression quand même depuis le début de la discussion qu'on est plutôt en train de répondre plus captif que libéré. Est-ce que c'est le cas ? Moi, honnêtement, je pense que la première étape est claire, c'est libérer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le consommateur, il peut choisir. C'est quand même un espace de liberté phénoménal. Je crois que Fatoumata en a donné plusieurs exemples aussi. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et est-ce que cette forme de liberté ne se traduit pas l'instant d'après, qui peut être plus tard, par une capture ? Et c'est à ça qu'il faut être attentif. Voilà, c'est tout. Mais le sentiment de captivité, en fait, il est consécutif à la façon qu'a l'entreprise de gérer cette relation au fil du temps. Et donc, je souscris tout à fait. Le point de départ, c'est libérer. C'est la capacité, en fait, à se libérer de gestes, de contraintes, de capacité, en fait, à faire les choses de manière beaucoup plus simple. Il faut juste qu'au fil du temps, ça ne se transforme pas en un sentiment d'être, du coup, plus du tout maître de son comportement ou en contrôle de sa consommation. Ouais, absolument. Nicolas, juste un
Effectivement, ce qu'a dit Ramon Fernandez, c'est très important, c'est de revoir le droit de la concurrence. Parce qu'on a un droit de la concurrence qui était bâti sur des schémas que nous connaissons tous, qui a fonctionné plus ou moins bien, mais qui a fonctionné. Et aujourd'hui, il faut réinventer un droit de la concurrence tout à fait nouveau, qui est plus du tout basé sur les mêmes paradigmes, sur les mêmes... Et ça, c'est en cours. Et j'ajoute, juste pour piquer un peu Orange, c'est quand on voit la force qu'a mis Orange il y a quelques années pour empêcher l'ouverture à la concurrence, et aujourd'hui qu'Orange nous explique que c'est l'avenir, l'ouverture à la concurrence, on voit qu'il faut toujours être vigilant. La parole est à la Défense, non? En 2 mots. Et Fatoumata ensuite. Non, mais la Défense arrive, mais Fatoumata, Fatoumata d'abord et après la Défense. Alors ça va peut-être permettre de désescalader, mais je vous disais tout à l'heure, côté entreprise, que tout dépendait de la vision, de l'éthique qui était derrière, bon, là, avec la régulation comme RGPD en Europe. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on en appelle à la responsabilité du consommateur, dans le sens où on a parlé beaucoup, c'est presque une question philosophique de choix et de consentement. Quand on est dans un paradigme complètement monopolistique où il n'y a pas d'alternative, c'est vrai que c'est dangereux. Quand on est dans un choix qui est absolument conscient, je pense qu'il faut savoir le respecter. Et par exemple, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, vous connaissez cet adage qui dit « lorsque c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ». Donc à un moment donné, je pense qu'il faut avoir ce sentiment de responsabilité pour pouvoir trouver la nuance, à la fois côté entreprise, bien entendu côté régulateur, mais aussi du côté du consommateur, parce qu'il a le choix. Je peux dire un mot sur la concurrence? On va vous laisser, hein. Sur la concurrence, tout cet univers dont on parle n'existe que parce qu'il y a des opérateurs télécoms qui ont investi dans des réseaux, des milliards, des milliards et des milliards. Il n'y a pas de Facebook, de Google ou de tout ça sans les opérateurs, les bons vieux opérateurs qui ont mis de la fibre pour vous apporter toutes ces merveilles ou sur vos smartphones. Il y a 150 opérateurs mobiles en Europe. Il y en a 3 ou 4 dans chaque pays d'Asie, aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, la concurrence, l'approche de la concurrence en Europe ne permet pas d'avoir une consolidation des acteurs qui pourtant est de manière absolument évidente nécessaire pour faire face aux enjeux du déploiement du numérique, à la fois préparer l'arrivée de la 5G et apporter le très haut débit fixe partout, pas seulement dans les grandes villes, mais partout, y compris dans les campagnes reculées. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'ajouter un nouvel opérateur apporte quelque chose fondamentalement aux consommateurs, ou est-ce que c'est affaiblir ceux qui sont en capacité d'investir et d'amortir des coûts gigantesques sur des bases clients suffisantes. Donc il y a un ministre belge des télécoms, par exemple, qui il y a un mois a évoqué la possibilité d'octroyer une 4e licence. Je ne parle donc pas de la France, je parle de la Belgique. On est en Belgique aussi, hein, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Une 4e licence mobile dans un pays où il y a combien d'habitants en Belgique? C'est un très grand pays, la Belgique. On va jouer une demi-finale de la Coupe du Monde contre eux mardi. Mais est-ce que ça a du sens? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que le consommateur se portera mieux avec 160 opérateurs en Europe qui seront totalement incapables de faire face aux grands géants? China Mobile, ils ont 600 millions de clients 4G. On est très très grand, on est super fort chez Orange, on en a 40 millions. Mais il faut voir quand même. Donc l'enjeu, c'est quand même d'arriver à constituer des pôles européens, puisque je parle de l'Europe, suffisamment puissants pour faire face à ATT, à Verizon, à China Mobile, à Facebook, à Google, à Alibaba, etc. C'est ça le sujet. Merci. Merci. Alors, question. Là, allez-y. Je ne sais pas s'il y a des micros, oui. Alors. Oui, ma question, elle est... toutes les plateformes, et une grande partie des plateformes, en fait, sont en train de se constituer par l'intermédiaire des nouvelles générations. C'est-à-dire que, et on voit bien que le modèle, c'est tous les 5 ans, il y a une nouvelle génération de plateformes qui émergent, que ce soit les Snapchat, les Instagram, ça a été Facebook, ça a été, etc. Et on voit bien que dans les plateformes, y compris par abonnement, par exemple Netflix, pour ne citer que cela, le rôle que jouent les jeunes dans la construction de ces plateformes n'est pas important, il est vital. Et moi, dans la dimension libéré ou prisonnier, j'aurais bien voulu entendre les intervenants sur ce sujet. Qui veut...
intervenir. Bon, les milléniums, on l'a dit, hein, le vélo, la voiture, les séries, le cinéma, la musique, on a tous dans nos entourages quelques jeunes qui traînent, on voit bien qu'ils ne consomment pas du tout comme nous autres cinquantenaires. Enfin, je parle de moi. Donc évidemment, ils jouent un rôle absolument moteur. Ils sont sur Spotify, ils sont sur Deezer, ils achètent pas de CD, quoi. C'est un truc. Même les DVD, c'est pareil. C'est des trucs. Moi, j'achète encore des DVD, par exemple. Je devrais peut-être pas le dire. Bon, enfin, j'aime bien les avoir, les regarder et les toucher. Pour eux, c'est un truc de l'ancien monde. Donc oui, cette jeune génération, elle joue un rôle absolument majeur. En même temps, Orange Bank, qui est une banque digitale, totalement mobile, qui a été classée d'ailleurs cette semaine numéro 1 dans les applications bancaires digitales, merci beaucoup. Eh bien, la composition, non mais c'est intéressant parce que bon, on ne dit plus combien on a de clients exactement, mais enfin on en a nettement plus que 100 000. Bah, c'est pas majoritairement des jeunes. Donc c'est pas non plus, tout ne vient pas uniquement des plus jeunes. Les générations moins jeunes passent aussi sur ces modèles et donc il faut toucher l'ensemble des générations. Mais c'est vrai que l'accélération, elle vient des jeunes générations, ça c'est évident. On le voit nous aussi dans les usages, dans nos propres opérations. Jean-Jacques ? Elle vient certainement des jeunes générations, mais encore faut-il que les conditions soient propices. On a vu cette émergence de plateformes à la faveur d'Internet, en fait, qui a été quand même le révélateur, je fais une platitude en disant ça, qui a été le révélateur de tout ça. Mais avant Internet, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les plateformes téléphoniques, par exemple. À un moment donné, tout le monde s'est dit, bon, on ne va plus aller dans un magasin, on va téléphoner, et puis quelque part, on aura un call center. Bon, ça n'a pas marché. Ça a marché, mais de façon extrêmement marginale, parce que ce n'était pas assez puissant comme réponse consommateur. Ça n'a pas amélioré l'expérience du consommateur. Internet a amélioré l'expérience du consommateur, mais Internet, c'est un poil compliqué, et donc ça a parlé beaucoup aux jeunes générations, et à partir de là, je dirais, c'est un phénomène de capillarité, et c'est remonté vers des générations un peu qui achètent encore des DVD, mais enfin qui savent se servir d'un smartphone et n'est-ce pas, et d'un ordinateur. Donc c'est remonté par capillarité. Est-ce qu'il y aura une nouvelle révolution qui permettra à une nouvelle génération, si je puis dire, de ringardiser ou de sortir les modèles de consommation de celle qui est aujourd'hui la nouvelle génération, c'est pas certain quand même. Ça ne marche pas à tous les coups. Sur la notion de, juste peut-être un point de complément, les jeunes et les millennials et la fidélité, c'est intéressant parce que je pense qu'ils peuvent montrer une très grande exigence sur la simplicité de ce qu'on leur propose. Et c'est le maître mot. Le maître mot, c'est qu'il faut que ce soit simple et facile pour eux. Et la plupart des succès dont vous parlez s'articulent en réalité sur une idée, en fin de compte, d'une simplicité totale et d'une facilité d'utilisation complète. Et à côté de cette exigence énorme qu'ils ont sur cette partie-là, moi je crois que vous en parliez tout à l'heure, qu'ils n'intègrent pas encore complètement les conséquences possibles de la mise en données de leur personne. Ça, ils ne le comprennent pas encore très très bien. Donc c'est là où régulateur ou autorégulateurs, je ne sais pas, on a un rôle à jouer par rapport à ça. Parce que ce qu'on met en jeu, en réalité, ce n'est pas juste notre business model à court terme, c'est même la sincérité de la démarche. Donc je parle de choses qui sont plus impliquantes sur le temps. Donc vous le voyez tous, vous en avez sans doute autour de vous, ils se livrent d'une façon importante, vraiment importante, contre cette simplicité ou ce service qu'on peut leur proposer. Donc à nous de faire en sorte qu'on ne tue pas d'une certaine manière la relation qu'on est en train de créer. Il y a une question là d'abord et puis ensuite... Oui, bonjour à tous. Romain Baucher, Fidelity. J'avais une première question concernant la vision de l'abonnement. Est-ce que l'abonnement n'a pas été aussi une façon de se libérer du cadre réglementaire ? Je donne 2 exemples. Pour moi, acheter un téléphone par abonnement, c'était une façon d'avoir accès à un crédit en un clic, là où acheter son canapé avec un crédit conso, ça prenait 1 heure. Pareil pour Netflix qui se libère de la contribution d'un abonnement Canal+, au cinéma, ou ce genre de choses. Et deuxième question, plutôt tournée vers Jean-Jacques, est-ce que le fait que le luxe aujourd'hui soit finalement un des rares acteurs qui soit encore tourné vers la possession plutôt que vers l'expérience, est sa spécificité durable, ou est-ce qu'au contraire, c'est demain que l'on va avoir une Instagrammeuse qui va nous proposer de louer un sac LVMH ? Qui veut répondre ? Bah, il y a quelqu'un qui peut répondre directement. Jean-Jacques ? Alors,
La question, on se la pose pas tous les matins, mais on se la pose assez souvent. Quelques éléments de réponse. Le premier, alors c'est pas tout à fait directement sur la question que vous posez, qui est location versus possession, en fait, ou une forme d'abonnement. C'est pourquoi le digital ne prend-il pas dans le luxe? Parce que quand on regarde, en gros, dans le luxe, le digital, les ventes digitales, c'est entre 5 et 10% de l'activité, c'est-à-dire beaucoup moins que dans la plupart des domaines de grande consommation. Et c'est d'autant plus surprenant, quand on fait des études clients, on s'aperçoit qu'à peu près 95% des clients qui vont dans un magasin sont allés sur le site web avant. Alors, ils sont allés sur le site web chercher les informations, ils vont dans le magasin pour chercher l'expérience. En fait, là, ça c'est la conclusion qu'on en tire, parce qu'ils pourraient très bien acheter sur le site web. On a sur un site vuitton.com, on peut acheter à peu près tout ce qu'on veut. On est à 2 clics ou 1 clic quand on est dessus de la possession du produit. Ben non, ils ne l'achètent pas sur le site, ils vont malgré tout dans le magasin. Souvent, ils réservent le produit pour être sûr qu'il est dans le magasin. Là aussi, ça renforce l'expérience client. Donc il y a quand même une mystique du magasin, de l'expérience consommateur qui est assez forte, qui aujourd'hui a limité considérablement l'importance du digital. Et ça joue aussi sur les modèles location versus possession. Et ça joue d'autant plus que le luxe a pour caractéristique aussi de maîtriser énormément sa distribution. La plupart des acteurs du luxe maîtrisent leur distribution. Donc pour entrer dans un modèle de location, il faut quand même avoir accès aux produits. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir accès aux produits. Si vous êtes une plateforme de location, vous allez voir Gucci ou Vuitton en disant « je voudrais vous acheter 2000 sacs pour pouvoir les louer », ça ne va pas marcher. Et donc il faut les acheter d'occasion. Et là, on est dans un autre modèle avec tous les problèmes de l'occasion qui sont du second-hand, c'est un peu à la petite semaine, c'est compliqué à faire, etc. Et il est très difficile pour les plateformes de gagner en taille et en puissance. Donc pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on voit et auquel on croit vraiment. Et la contrefaçon par Internet? Alors, la contrefaçon par Internet est pas un sujet spécifique. Le sujet, c'est la contrefaçon. La contrefaçon est un peu aussi vieille que le luxe, mais pour ne pas en parler trop longtemps et monopoliser la parole, en gros, les clients de la contrefaçon ne sont pas les clients du luxe, et les clients de la contrefaçon achètent les produits et ne les portent pas. Parce qu'en fait, quelque part, une fois qu'on l'a acheté, qu'on a eu l'impression de faire un bon deal en achetant 200 € un sac qui vaut 2000 €, on s'aperçoit quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est même assez loin d'être la même chose. Il déteint sur les vêtements. Enfin, bon, c'est pas terrible. Donc en fait, la contrefaçon est quelque chose qu'on essaie de contingenter, pas d'éliminer, parce que c'est impossible. Et on s'aperçoit qu'Internet, le digital, n'a pas renforcé véritablement la contrefaçon. Sur la question sur est-ce que l'abonnement permet de contourner des contraintes réglementaires, c'est évident. Je veux dire, tout le financement, par exemple, du cinéma en France, d'une certaine manière, repose sur une réglementation qui est potentiellement réduite à néant par l'émergence de Netflix. En matière d'hôtellerie, de la même manière, le déploiement d'Airbnb peut remettre en cause tout un secteur qui était réglementé. La même chose sur les taxis avec Uber, etc. Et avec des réactions très très différentes selon les pays et au sein des pays, selon les villes. Vous avez des villes qui interdisent Airbnb ou qui fixent des règles, ou qui interdisent Uber, etc. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à ne pas interdire le déploiement de ces nouvelles activités, on l'a dit depuis 9h ce matin, qui sont quand même des progrès qui permettent aussi de donner de l'emploi à des gens qui étaient loin de l'emploi, je pense à Uber, mais de le faire d'une manière telle que les conditions de déploiement de ces nouveaux services ne bouleversent pas de manière trop rapide et trop radicale d'autres secteurs de l'économie qui, eux aussi, étaient des économies qui génèrent de l'emploi, de l'activité. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est pas très simple. On le voit bien, par exemple, dans l'évolution des règles sur les VTC en France. Les prix, d'ailleurs, de Uber ont augmenté de manière assez importante. Donc tous ces marchés s'ajustent aussi en fonction des réglementations. Allez, une dernière question. Le modèle de l'abonnement, Attendez. tirer les prix vers le bas, puisqu'il génère un volume de consommateurs Faudrait un micro. satisfaits sur le marché, notamment je pense à Free sur le marché du télécom, qui permet de tirer les prix vers le bas. Merci.
Donc, effectivement, c'est un modèle qui me paraît plutôt vertueux, l'abonnement, dans ce sens. Comment créer cette relation de long terme avec l'abonné pour effectivement pouvoir réinvestir sur des nouvelles technologies et puisque ce modèle vertueux de l'abonnement permet aussi de créer un plus de volume. Je répète le début de ma question. Permet de créer un volume d'abonnés plus important, donc de réinvestir sur des nouvelles technologies. Donc comment créer cette rétention consommateur vers des entreprises telles qu'Orange qui peuvent réinvestir sur des nouvelles technologies. Je pense à la 5G, effectivement, qui nous permet de faire des sauts technologiques et d'avancer sur ces sujets. Merci. Fatoumata ? Je vais donner un début de réponse avec une perspective de e-commerçant. Je pense que pour arriver à apporter une proposition de valeur dans la durée à l'abonné, c'est un combat au long cours en termes de pertinence. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure de Prime Now en vous disant que j'étais une captive consentante. Mais si vous regardez l'assortiment, on ne mange pas très bien, hein, si on doit manger que du Prime Now. Et c'est pour ça que, par exemple, ils ont fait cette alliance avec Monoprix. Il faut aller chez McDo. Je ne fais que répéter. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'ils ont fait cette alliance avec Monoprix pour pouvoir proposer des produits de qualité, frais et élargir l'assortiment. Et c'est vrai que sur de l'alimentaire, par exemple, une consommatrice comme moi sera plus susceptible de les réutiliser et d'élargir le choix des achats, des collants, comme l'anecdote de tout à l'heure, aux détergents, aux sacs poubelles, donc aux produits du quotidien répétitif, à d'autres produits qu'on ne pensait pas trouver sur ce type de support. Et de la même manière, par exemple, j'étais assez surprise de voir qu'au départ, ils vendaient pour la Vigna, donc ils vendent du vin. Ils vendent avec Fauchon, il y a un partenariat, donc ils ont aussi étendu. Et dernièrement, j'ai dû voir arriver Truffaut dans le domaine du jardinage. Donc je pense que cette recherche de la pertinence dans le choix de l'assortiment pour les retailers est un des moyens de répondre à cet objectif de création de valeur et de pertinence sur le long cours. Parce que je pense que Nawal l'a bien rappelé, la sanction, elle est immédiate du côté du consommateur. Lorsqu'il y a une meilleure proposition de valeur, il switch. Et vous voyez beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de millennials que je côtoie qui font du trading en temps réel quand ils doivent commander un VTC entre Taxify, Uber, en regardant j'ai reçu hier moins 2 € de Taxify versus Uber a fait du search pricing versus allons sur Hitch parce que c'est le soir versus chauffeur privé à un voucher pour les étudiants. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit parce que effectivement sur le long cours, vous avez un business model qui vous permet peut-être d'avoir une profitabilité au niveau du client supérieure parce que le client achète plus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un client Prime Now peut acheter jusqu'à 60 fois par an et génère 5 fois plus de revenus qu'un client non abonné chez Amazon, mais à condition que dans la durée, cette proposition de valeur continue à être compétitive. Un tout petit mot par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les jeunes, les nouvelles générations, etc., etc. Et tous les exemples qu'on donnait étaient plutôt des exemples européens. Moi, je voyage beaucoup en Afrique. J'ai même créé une université dans un pays africain. Et j'ai eu une petite anecdote amusante. Un inspecteur de l'éducation nationale vient me voir et me dit « Je suis là pour inspecter, pour savoir si vous faites des choses sérieuses dans cette université. » Et la première question qu'il m'a posée, « Avez-vous une salle informatique ?» Et ma réponse, « Non. » « Mais comment, vous n'avez pas de salle informatique ?» J'ai dit « Non. Tous les étudiants, je dis bien tous les étudiants, ont un ordinateur. Tous les étudiants ont un smartphone. Pourquoi voulez-vous ?» Il en était resté à la situation d'il y a 15 ou 20 ans. Autrement dit, ces jeunes qui ont déjà un ordinateur en rentrant à la fac dans des pays pas forcément au haut niveau de vie, des pays relativement, entre guillemets, pauvres, ça prouve que l'évolution est en marche et va générer des choses tout à fait nouvelles. Un dernier mot de conclusion, Dominique. Alors, c'est très difficile de résumer un débat aussi riche. Je dirais une première chose. Il me semble, je parle sous le contrôle vigilant, en particulier d'Orange, qui sait que j'ai, à une époque, j'ai un peu maltraité, quand j'étais régulateur. Ils n'aimaient pas ça beaucoup. Mais je voulais simplement dire que le premier point, je crois que c'est Ramon qui en a parlé, mais c'est le problème du droit de la concurrence. Il faut qu'on réfléchisse sur une évolution de ce droit de la concurrence. On ne peut plus utiliser les mêmes moyens, les mêmes méthodes qu'on utilisait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait aujourd'hui dans ce domaine-là.
Cet amphithéâtre où vous êtes aujourd'hui s'appelait avant l'amphithéâtre Portalis, il ne s'appelle plus l'amphithéâtre Portalis. Vous lui a donné des lettres de Lombès un peu plus loin, en faisant un amphithéâtre plus grand. Vous savez tous que Portalis est un des fondateurs du droit civil, du code civil, qui a été fait par Napoléon, et c'était un professeur de l'université d'Aix. Donc il faut retrouver l'esprit, j'allais dire, de Portalis. Ça, c'est le premier point, me semble-t-il. Le deuxième point, c'est revenir sur des débats économiques qu'on avait un peu oubliés. Monopole, concurrence, oligopole, monopole, concurrence. On avait un peu oublié parce que ça roulait, entre guillemets, tout seul. On y trouvait des avantages. Mais aujourd'hui, je crois que ça vaut le coup. Et en particulier, comme l'a dit aussi Ramon, l'Europe, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 150 opérateurs de mobile. On ne peut pas concurrencer les autres pays avec des situations structurelles de cette nature. Mais c'est pas simple. Merci Dominique, et puis merci à vous tous.